Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est ce petit topo historique, cette fois-ci, va porter sur la question à laquelle il est toujours assez complexe de répondre en tant qu'historien, sur le pourquoi des populismes ou le regain des populismes à l'Est, sachant que depuis quelques années, en tout cas depuis 2010 dans le cas de la Hongrie, un peu plus récemment dans le cas de la Pologne, se sont mis en place en effet des chefs d'État, premiers ministres de type populiste, prenant bien souvent des mesures, disons, conduisant ces pays-là à des démocraties illibérales. Alors, ce que je propose ici, et d'une façon vraiment très claire, en tant qu'intervenant historique, historien, c'est de revenir en à peu près quatre séquences sur un petit résumé de cet espace centre-européen historique, afin de montrer tout simplement, sans doute une des raisons majeures de tout cela, c'est qu'il s'agit d'une part d'un espace fragile, premièrement, et deuxièmement d'un espace surtout dans lequel la démocratie, les valeurs démocratiques, celles que nous connaissons dans nos vieilles démocraties occidentales, principalement franco-britanniques et quelques autres, sont évidemment beaucoup plus récentes et donc plus fragiles, surtout au vent, pouvons-nous dire, des vicissitudes de l'histoire que cet espace centre-européen, et on peut l'élargir aux Balkans, pourquoi pas, eh bien, a subi depuis la fin de la Première Guerre mondiale, dont nous commémorons encore à l'heure actuelle le centenaire. Nous sommes en 2020, nous sommes en pleine période de la fin des règlements des fameux traités de paix, donc des années 1919-1920. Première séquence, et on le verra ici sur la carte que vous allez voir sur l'illustration de ce petit topo. Première séquence, c'est la période que l'on peut qualifier justement de la constitution de ces fameux États démocratiques qui succèdent tous, qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, à la fameuse Europe des empires, celle du vieux monde d'avant la guerre de 14, à savoir, comme on le sait, du nord au sud, de l'empire allemand, bien sûr, la Prusse devenue empire allemand, Premier Reich, donc au lendemain de la guerre de 1870. Et puis, ensuite, plus au sud, le vieil empire d'Autriche-Hongrie, Autriche-Hongrie créé en 1867, et qui bien sûr succédait au vieil empire d'Autriche, de la Mittel Europa, le vieux Saint-Empire, qui disparaîtra au début du XIXe siècle. Donc là aussi c'est un énorme ensemble. Et puis plus au sud, bien sûr, on le sait, l'Empire ottoman qui n'avait que cessé de refluer depuis l'Europe centrale et balkanique depuis le XVIIIe siècle. Tout ça forme un ensemble qui disparaît au profit évidemment de la victoire des Alliés en 1918 et de la constitution, effectivement, de ce groupe d'États démocratiques, pratiquement tous, qui vont évidemment assurer un plein rayonnement donc aux occidentaux vainqueurs, essentiellement les franco-britanniques. Je rappelle que les États-Unis se retirent pour cause d'isolationnisme des traités de paix qu'ils ont en grande partie contribué à forger. Ils s'en retirent, ils se retirent du jeu international dès le tout début des années 20. Alors sur cette carte, on voit effectivement ces ensembles d'États dans lesquels les démocraties vont s'installer, et elles seront bien sûr extrêmement fragiles, mais surtout aussi beaucoup et très souvent protégées par des alliances militaires que les Occidentaux, notamment la France, vont contracter avec elles, et notamment pour la première d'entre elles, on le sait tout de suite, dès 1920, c'est la Petite Entente. Donc vous voyez la carte ici s'afficher, cette petite entente qui comprenait donc la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie.
sorte de super alliance de ces trois États qui étaient des États pivots sur lesquels on souhaitait particulièrement se reposer pour le système de sécurité, de paix occidentale, car à cette époque-là, bien sûr, nous sommes avant les années 30 et la menace principale, eh bien, c'est l'extension de la révolution bolchevique. Donc voilà un premier point sur cette Europe du début des années 20, constituée donc du nord au sud, comme j'aime à le dire, des trois petits États baltes, qui sont devenus des démocraties, gagnés sur le traité de Brest-Litovsk de janvier 1918, et ensuite récupérés par les règlements du traité de Versailles, donc l'Allemagne ne peut pas contrôler, n'est-ce pas, cette zone. Ensuite, bien sûr, une Pologne reconstituée, qui sera un État majeur aussi du système de sécurité occidentale, surtout à partir de 1925. Plus au sud, la Tchécoslovaquie, avec l'ensemble, bien sûr, Bohême-Moravie, ces vieux États du Saint-Empire romain germanique, qui forment la Tchéquie actuelle, auquel on ajoute la Slovaquie. Donc ça forme la Tchécoslovaquie, bien sûr. On continue de descendre, l'Autriche, bien sûr, qui perd beaucoup de territoire, puisqu'elle fait partie des États vaincus, tout comme la Hongrie. Et plus à l'est, bien sûr, on continue la liste de ces États, avec une très grande Roumanie, enrichie donc principalement de la Transylvanie à l'ouest, du Banat-Temesvar au sud, et bien sûr à l'est de la Moldavie, la fameuse Bessarabie-Moldavie, qu'elle perdra avec le pacte germano-soviétique, nous y reviendrons. Et puis plus bas, ce sont les fameux Balkans, la Bulgarie, pour les Balkans cette fois-ci orientaux, puis les Balkans occidentaux, tels qu'on aime à les appeler aujourd'hui, c'est-à-dire la Yougoslavie, le royaume de Yougoslavie, qui sera plus tard, comme on le sait, la Yougoslavie du maréchal Tito, cet État à la fois communiste et capitaliste non aligné, qui aura son aventure propre, qui se terminera, comme on le sait, par 10 ans d'une guerre civile épouvantable à la fin du XXe siècle, de 1990 à 2000 environ. 300 000 morts au passage, que la fin de la Yougoslavie, qui, tout comme la Tchécoslovaquie, sont des pures créations, ne l'oublions pas, des traités de paix, c'est-à-dire au nom du principe des peuples à disposer d'eux-mêmes, on rassemble tous les Slaves du Nord dans la Tchécoslovaquie et les Slaves du Sud dans la Yougoslavie, pour faire simple. Voilà l'ensemble que nous avons et qui aurait très bien pu durer très longtemps s'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale, si tout ne s'était pas détraqué à partir de la fin des années 20, à la faveur de la crise de 1929, bien sûr. Et hormis la difficulté de la question des réparations allemandes, qui va prendre un certain temps, eh bien, cet ensemble est concrétisé en quelque sorte en 1925 avec les accords de Locarno signés entre le chancelier de la République de Weimar, Stresemann, et le président du Conseil français et ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, qui seront faits prix Nobel de la paix pour ça, accords de Locarno qui vont renforcer encore d'une part la question de la sécurité collective, mais aussi des alliances renforcées avec la Tchécoslovaquie et la Pologne sur le plan militaire. Donc en 1925, on peut vraiment penser, l'Allemagne rentre à la SDN, qu'il n'y a désormais plus que la question de l'URSS, de plus en plus sous la domination de Staline, et qui inquiète bien sûr. L'URSS, ne l'oublions pas, c'est la période où elle va sortir de la SDN, 1925, c'est la période où l'Allemagne rentre dans la SDN. C'est un très grand moment européen, c'est aussi un peu la genèse de ce qu'on appellera le couple franco-allemand. Mais tout cela va changer et nous faire rentrer à présent dans la deuxième séquence. Cette deuxième séquence, évidemment, c'est l'année 1929, la crise de 29, qui va pulvériser les économies occidentales, mais également celles très fragiles, on l'a bien compris, de notre fameuse Europe centrale. Tant et si bien que, progressivement, sous la férule d'une part des menaces de l'Union soviétique, sous la férule aussi tout simplement de la montée en puissance du régime fasciste italien dès le milieu des années 20, et également à partir de 1933 sous la férule des remises en question du traité de Versailles de plus en plus violentes par Hitler,
l'ensemble des États d'Europe centrale et orientale et des Balkans vont tous, sans exception, basculer dans des régimes autoritaires ou dans des régimes populistes ou des dictatures. Il ne reste plus rien vraiment en 1936, voire pour date extrême 1938, du système européen de sécurité collective occidentale qui avait été créé, occidentale et basé bien sûr sur la démocratie qui avait été créée par les traités de paix. En grande partie, Hitler va le pulvériser, certes, on le sait, on connaît la chronologie de cela, on y reviendra dans un instant, mais on sait aussi que les trois totalitarismes, si on peut dire, de ce début de XXe siècle vont bien sûr être en grande partie contributeurs, en plus des conséquences de la crise de 29, contributeurs de cette destruction. Ainsi, effectivement, Hitler, dès 1935, les nazis arrivent au pouvoir, je vous le rappelle, en janvier 1933. Dès 1935, ce sera le réarmement de l'armée allemande, la création de la Wehrmacht. Ce sera l'occupation ensuite de la Rhénanie, qui est une région démilitarisée, qui sera remilitarisée en 1936. C'est l'aide bien sûr aux franquistes fascistes espagnols contre les républicains dans la guerre civile espagnole, ça c'est important, aide massive apportée militairement par l'Allemagne et l'Italie. Puis 1938, c'est le viol suprême du traité de Versailles, l'Anschluss avec l'Autriche, qui en grande partie dans sa dimension extrémiste, hélas, ne demandait pas mieux, même si on peut remettre en cause, bien sûr, le plébiscite que Hitler organisera pour ratifier, en quelque sorte, cet Anschluss en 1938. Ça, c'est mars 1938. Et puis la grande affaire, vous le savez bien, c'est la crise des Sudètes de la fin de l'année 1938, qui mènera aux accords de Munich, qui vont consacrer la liquidation de la Tchécoslovaquie au profit, cette fois-ci, du triomphe total de Hitler. On peut vraiment dire, 1918-1938, que 20 ans après, ces accords de Munich sont la revanche de Hitler sur le traité de Versailles et tous les autres traités de paix. L'Europe centrale, désormais, va être partagée entre des États qui seront rattachés ou tout simplement satellisés du Troisième Reich. Ce sera le cas de la petite Slovaquie de Monseigneur Tiso, régime clérico-fasciste. Ce sera le cas de la Hongrie de l'amiral Horthy, qui obtiendra quelques compensations territoriales au traité de Trianon pour obtenir effectivement tout simplement ce qu'elle réclamait. Ce sera le cas aussi d'autres États tels que la Pologne qui a cru jusqu'au bout peut-être pouvoir ménager Hitler, mais qui finira en 1939, comme on le sait, tout simplement envahi en à peine 25 jours, au terme d'une blitzkrieg extrêmement meurtrière. Pour les autres, on est vraiment dans un rapport de domination. La Yougoslavie, on le sait, sera démantelée par Hitler au terme d'une guerre extrêmement sévère et épouvantable. Et le tableau fait que effectivement toute l'Europe centrale est recouverte désormais par l'influence de Hitler pour le pire et pour le pire, quand on sait évidemment que en 1945, et ça va nous amener à notre troisième séquence, ce qui va se produire, c'est que l'ensemble de l'Europe centrale, sauf peut-être la petite Autriche et encore, sera intégralement sous le contrôle de l'armée rouge soviétique. Troisième séquence à présent, et on le voit sur cette carte, ça va être la guerre froide. Entre 1945 et 1948, tous les États d'Europe centrale libérés, entre guillemets, par l'armée rouge, vont tous avoir que de très très brefs retours à la démocratie. Très rapidement, Staline, malgré les promesses qu'il avait assurées à Yalta, confirmées à Potsdam, va prendre le contrôle de tous ces États pour en faire des États satellites, qui deviendront les États satellites du bloc soviétique, sauf la rare exception, bien sûr, de la Yougoslavie de Tito. Voilà donc où nous en sommes en ce début de guerre froide. Et puis tout ça va durer quand même pas mal de temps, jusqu'en 1989. Il faudra attendre quand même la fin du communisme, entrecoupé bien sûr de périodes de grandes révoltes.
hein, que seront, comme on le sait, 1956, la déstalinisation. Staline meurt en 1953, hein, après 30 ans d'un pouvoir inégal, comment dire, sans pareil, hein, d'une dictature au sein même de la dictature du prolétariat, ce qui en dit long. Khrouchtchev, qui lui succède, va lever un petit peu cette tyrannie-là. Ça provoquera évidemment, comme on le sait, cette vague qui, de la Pologne, hein, jusqu'au sud de l'Europe centrale, va vouloir, hein, en quelque sorte, retrouver la démocratie. 1956, écrasement de la révolution hongroise. La Hongrie a cru qu'elle allait pouvoir, en échange de sa neutralité, comme l'avait fait son voisin autrichien en 1955, pouvoir se libérer en devenant un État neutre. Évidemment, impossible pour Khrouchtchev, pour les séides, les apparatchiks du parti, car cela aurait coupé le camp socialiste en deux. C'était impensable, et donc évidemment l'armée rouge, hein, et je dis bien c'est l'armée rouge en 56 qui intervient à Budapest, écrasera la révolution hongroise au terme de milliers de morts. C'est une épouvantable retour, hein, à la situation de Budapest en 45, qui avait déjà été rasée à cette époque-là, hein, par l'armée rouge. Autre grand vent de révolte, c'est 68. Hein. Cette fois-ci, c'est Brejnev qui est au pouvoir, mais Brejnev qui ne comprend pas qu'il s'agit d'une volonté de réforme au sein du camp socialiste, qu'il s'agit là d'une tentative de socialisme à visage humain, qu'il ne s'agit pas d'autre chose avec le printemps de Prague, de réformer le communisme, ce que fera d'ailleurs à peu près presque 20 ans plus tard un certain Gorbatchev, mais il sera trop tard à l'époque, hein. 68, donc Brejnev y voit un 56 bis, et cette fois-ci il fait intervenir le pacte de Varsovie. Si le pacte de Varsovie n'intervient pas en 56 en Hongrie, c'est parce qu'en 55 il vient tout simplement d'être créé. En 68, ils vont tous intervenir pour écraser le printemps de Prague et la vision du socialisme à visage humain. Nous allons passer ensuite donc à la quatrième et dernière séquence, la fin du communisme, 1989, et les élargissements à l'Est, et un retour, dans un certain sens, au début des années 20. Quatrième donc et dernière séquence, eh bien ce qui va concerner à présent la fin du communisme. 1989, c'est la chute du mur de Berlin, et assez rapidement, en moins d'un an, la réunification allemande, l'Allemagne divisée, je le rappelle, étant le grand emblème de la guerre froide, hein, on le sait, génératrice d'ailleurs de plusieurs crises dites de Berlin, hein, dont la dernière est celle de la chute du mur, hein, la première étant la tentative d'encerclement par Staline dès la fin des années 40, hein, donc ça c'est la première crise de Berlin, 48-49, hein, puis la deuxième c'est celle des années 60 avec la construction du mur, hein, puis la dernière c'est 89, la chute du mur. Chute du mur qui bien sûr va coïncider à quelques années près avec le passage à une seconde phase de la construction européenne, hein, et c'est là que nous retrouvons des acteurs importants, hein, de ces fondateurs, pères fondateurs de l'Europe, dont Jean Monnet, hein, bien sûr, hein, Jean Monnet, Schuman, tous ces personnages-là joueront un rôle majeur, bien sûr, dans la première phase de la construction d'abord, hein, dans les années 50, hein, de la communauté du charbon et de l'acier, puis de la communauté économique européenne. Et enfin, à partir de 92, hein, eh bien, c'est la création d'une marche vers une Union européenne, c'est-à-dire vers cette structure encore en devenir à l'heure actuelle, hein, d'une tout simplement fédération d'États-nations.
Et voilà que l'histoire s'emballe à nouveau, car cet espace centre-européen redevient libre, comme il l'était après la guerre de 14. Les mêmes problèmes ressurgissent, les problèmes de minorité, bien sûr. Cela va entraîner aussitôt la désintégration de la Yougoslavie. Tito meurt au début des années 80 et une équipe, hélas, de nationalistes va jouer cette carte nationaliste et pour le pire, si on peut dire. Et il n'y a pas que Slobodan Milosevic en Serbie qui va faire cela. Il y a aussi Franjo Tudjman en Croatie. Cette guerre civile donc qui va durer 10 ans, qui fera 300 000 morts et encore, avec des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, dont les règlements sont loin d'être terminés. Il n'y a qu'un équilibre à l'heure actuelle fragile de l'espace balkanique dit des Balkans de l'Ouest, c'est-à-dire de l'ex-Yougoslavie, qui paradoxalement retrouve là sa carte un peu d'avant la guerre de 14, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle en ce qui concerne la stabilité. Puis pour les autres, c'est vraiment le retour à la démocratie. Les 3 petits États baltes échappent heureusement, et grâce à Gorbatchev d'ailleurs, qui arrive au pouvoir en 85, qui met en place les réformes, Perestroïka, Glasnost, largement inspirées de celles de 68, ce qui quelque part donne un écho vraiment dramatique, encore plus au printemps de Prague que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, ces réformes, on le sait, vont provoquer d'une part la désintégration de l'Empire soviétique, qui va perdre pratiquement tous ses territoires d'Asie centrale, dont je passe ici les détails, puis aussi ses possessions en Europe continentale, qui sont la Biélorussie, qui devient un État indépendant, l'Ukraine, qui devient indépendante, enfin qui redevient indépendante, car elle avait été un bref moment après la guerre de 14, et puis la Moldavie, la petite Moldavie, qui avait été annexée, sans coup férir par Staline avec le pacte germano-soviétique, et qui, évidemment, n'est pas redevenue indépendante en 1945, et qui cette fois-ci devient un État indépendant qui sera évidemment traversé, vous l'avez bien compris, par des profonds mouvements de volonté de réunification, de retour à la Roumanie, évidemment voisine, dont elle a toujours fait partie. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, en 2020, c'est toujours un enjeu. Il faut bien le retenir, ce qui n'arrange peut-être rien à la stabilité ou non de notre chère Europe centrale et orientale. 1989, donc, c'est aussi le moment, alors la réunification allemande qui se fait très vite, et puis les régimes démocratiques qui s'installent partout, en Pologne, en Tchécoslovaquie, bien sûr en Allemagne de l'Est qui va très rapidement fusionner avec l'Allemagne de l'Ouest, en Roumanie, la fin de Ceausescu à la fin des années 89 mènera à une période de transition, mais néanmoins le totalitarisme communiste, national-communiste de Ceausescu prend fin par quand même une mini-guerre civile à la fin de l'année 89 qui fera énormément de morts. C'est absolument dramatique la façon dont ça se passe, cette transition en Roumanie, ne l'oublions pas. Et puis en Bulgarie, pareil, transition lente aussi en Albanie et désintégration de la Yougoslavie. Ça se passe, disons, globalement bien au nord de la carte, que je vous projette ici également, et plutôt mal au sud, si on veut résumer. Et puis, il y a le processus, disons, de stabilisation de tout cela, qui nous donne un peu une impression d'un retour à cette stabilité dont on avait rêvé au début des années 20. La fin de la guerre froide nous donne un peu cette idée, le triomphe de la démocratie partout à nouveau. Pour les ex-pays de l'Est, redevenus Europe centrale, redevenus Mitteleuropa, redevenus Europe danubienne, redevenus aussi sous cet acronyme, hélas, peu élégant de PECO, pays d'Europe centrale et orientale, ils vont d'abord, dans les années 90, pratiquement tous adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui elle va survivre au pacte de Varsovie, qui disparaît. Tout simplement pourquoi ? Parce que, de tradition, si je peux dire, après un XXe siècle particulièrement agité et dramatique, disons qu'on se méfie toujours un petit peu des bruits de bottes qui viennent de l'Est, et en l'occurrence d'une Russie qui va rentrer
à partir de 1992, du début de l'année 92, dans une période de transition, l'URSS disparaît corps et biens en décembre 1991 pour donner naissance à la Russie, à la Fédération de Russie, dont le premier leader sera Boris Yeltsin, auquel succédera à la fin de la décennie des années 90, vous le savez tous, Vladimir Poutine, qui en 2020 est encore, au moment où je vous parle, toujours au pouvoir. Donc, dans les années 90, notre petite Europe centrale n'a qu'une idée, c'est d'abord de sécuriser, de sécuriser ses frontières, et surtout à l'est, en s'alliant, en étant intégré dans l'OTAN, afin de se prévenir d'éventuels dangers futurs. Puis ensuite, il y a la grande tentation, bien sûr, de rentrer dans le marché commun, c'est-à-dire dans l'Union européenne. Et on ne fait pas vraiment la différence, car en 1992, effectivement, le choix est de passer à une Union européenne et non plus une communauté économique. La communauté économique, hélas, c'est l'image qu'en ont la majorité des pays d'Europe centrale et orientale. D'où la déception qui s'en suivra. Car derrière le fait de rentrer dans le club européen, donc avec évidemment l'abaissement des tarifs douaniers, etc., pour faire des affaires, etc., il y a aussi de rentrer dans ce qui est désormais une union en devenir, avec énormément de contraintes qui vont de plus en plus être subies de manière, vraiment perçues comme des choses désagréables par ces pays-là, parce qu'à partir de 2008 vient s'ajouter là-dessus la grande crise, évidemment, économique, qui, un peu comme celle de 29, va à nouveau particulièrement dévaster les économies fragiles de cette Europe centrale qui avait retrouvé de si peu la démocratie. Auquel s'ajoute bien sûr la crise institutionnelle de cette même Union européenne qui, à partir de 2005, voit un coup d'arrêt, en effet, le projet de traité constitutionnel, c'est-à-dire de donner à cette forme fédérale ou fédération d'États-nations une structure politique, une structure cette fois-ci bien réelle sous la forme d'une constitution, est rejetée en 2005 par deux États fondateurs que sont la France et les Pays-Bas. Le processus aujourd'hui, les conséquences aujourd'hui de ce refus ne sont pas du tout terminées. On a replâtré comme on a pu la structure pour qu'elle se maintienne, mais les différents problèmes, les différentes crises bancaires, crise grecque, crise migratoire, tous les problèmes qu'affronte successivement l'Union européenne depuis 2008 sont gérés comme ils le peuvent. Ils l'auraient sans doute été si ce traité constitutionnel avait pu être adopté. À l'heure actuelle, nous en sommes là, et nous en sommes tellement là que, hélas, effectivement, les mécanismes des crises se sont remis à l'œuvre dans cette zone de l'Europe centrale, mais aussi ailleurs, on le sait, c'est un phénomène qui est global, bien sûr, c'est important de le mentionner ici. Ces mécanismes qui mènent effectivement à la radicalisation politique et donc le retour en quelque sorte des populismes au pouvoir. Et c'est ce qui se passe en effet de façon incontestable dans cette zone centre-européenne et balkanique à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Churchill, c'était le ventre mou de l'Europe, c'est un point faible où la démocratie, on le voit, a eu énormément de mal à se consolider. Une brève expérience dans les années 20, ensuite fascisation, si on peut dire, de tout l'espace, ensuite quand même 40 ans de guerre froide, c'est quand même énorme, et puis un timide retour dans les années 90-2000, et à nouveau la grande déception, la grande crise de 2008, et à nouveau, effectivement, plein de problèmes et de tendances radicales qui émergent partout. Les élargissements, rappelons-en très rapidement les chronologies. Premier élargissement à l'Est 2004, l'ensemble des PECO rentrent avec une certaine euphorie dans l'Union européenne. 2005, donc, c'est la grande raclée de la liquidation du projet de traité constitutionnel, qui n'aura jamais eu vraiment de reprise, il faut bien le dire. Les autres traités qui ont été signés après n'ont fait que maintenir en vie le système.
2007, c'est le deuxième grand élargissement à l'Est, avec cette fois-ci la Roumanie et la Bulgarie qui rentrent. Puis 2013, c'est le dernier en date, celui qui avait amené en 2013 l'Europe à 28 membres, avec donc l'élargissement à la Croatie, qui faisait quand même un deuxième État de l'ex-Yougoslavie à rentrer après la Slovénie, ce qui n'était pas si mal, et ce qui crée une dynamique stabilisatrice dans les Balkans. Tout ça est balayé, on l'a vu, par la grande crise de 2008, par énormément de déceptions. Et puis, il y a le fameux Brexit de cette année, qui a donc ramené notre Union européenne de 28 membres à 27. Et au moment où je vous parle, en ce mois de février 2020, nous en sommes là. Nous en sommes là, et j'ai essayé ici, donc dans ce petit topo historique en 4 volets, 4 séquences, de vous montrer que au moins une des raisons, un des leviers de cette dérive populiste que l'on constate, est lié à la fois d'une part à un espace démocratique extrêmement fragile que l'on oublie toujours sur le plan historique, deux, aux conséquences ravageuses des crises. On a eu l'exemple de celle de 29, celle de 2008 a produit les mêmes mécanismes. Et puis 3, peut-être a eu un manque de compréhension et d'explication que l'Union européenne, entrer dans l'Union européenne, n'est pas que de rentrer dans un club économique privilégié avec des barrières douanières à tarifs préférentiels. Si ces 3 raisons-là étaient prises en compte probablement sur le plan politique, dans le cadre d'une relance, que l'on peut toujours espérer, du processus de construction européenne, et là il s'agit de questions politiques, l'historien lui ne peut que montrer les mécanismes, comme je le fais là, rien d'autre, peut-être à ce moment-là, arriverions-nous à une reprise. Tout simplement du crédit bien affaibli de l'image que l'Union européenne peut avoir dans ces pays-là. Car hélas, ce qui se produit, et ce que l'on constate aussi, et je terminerai avec ça, c'est en contrepartie le retour de l'influence des grandes structures, de ce qu'on appelle les Great Powers en 1919, c'est-à-dire des grandes structures d'États, des grands États et de leur influence. Et qu'est-ce que c'est pour l'Europe centrale? Ça va concerner les États qui vont se placer à nouveau de manière frénétique sous la protection des États-Unis, la Pologne, les États baltes, qui ont appelé des renforts dans leur base de l'OTAN, parce qu'ils ont peur tout simplement de l'évolution politique incertaine de la Russie. Puis d'autres États qui, eux, vont avoir tendance à se rapprocher de la Russie. Paradoxalement, la Hongrie, effectivement, c'est un des résultats de la politique menée par Viktor Orban depuis 2010. Et puis aussi les États qui vont dans les Balkans, et je pense notamment aux États slaves qui sont dans les Balkans, c'est-à-dire l'opposition entre la Serbie, par exemple, qui sont des Slaves, et les Albanais qui n'en sont pas. Gros problème de minorité albanaise dans ces nouveaux Balkans nés de la destruction de la Yougoslavie. Le cas du Kosovo est un cas non réglé, pays à majorité albanaise mais non reconnu par la communauté internationale, en tout cas pas par toute la communauté internationale, qui est donc divisée d'un côté entre une frange au nord pro-serbe, considérée même par la Serbie comme étant le berceau même de sa civilisation, et au sud, bien sûr, une majorité, plus de 90% de ce pays, composé d'Albanais, et qui pourrait bien être tenté un jour ou l'autre, pourquoi pas, de fusionner dans une grande Albanie. Nous en sommes loin, mais n'oublions pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande Albanie pro-nazie avait été créée par Hitler. Donc ça a déjà eu lieu. Donc il y a un danger. Donc voilà où nous en sommes, alors que commencent les années 20 du 21e siècle. Par bien des aspects, on a des choses qui ressemblent, c'est vrai,
à l'Europe d'avant la guerre de 14. On a des forces profondes instables qui ressemblent à ça. On a aussi des choses, des mécanismes qu'on a retrouvés dans les années 30. Bref, on peut le dire, la démocratie recule. Et ses valeurs avec. Et il est certainement grand temps, en effet, qu'une réponse puisse être collective, d'ailleurs, puisse être apportée face à ce recul. Sinon, eh bien, ce sera à nouveau l'égarement dans des aventures géopolitiques et militaires que je n'ose imaginer. Je vous remercie pour votre attention. C'était un petit topo historique en marge donc de la question de pourquoi, tentative de réponse historique au pourquoi de ce retour des populismes en Europe centrale et hélas aussi ailleurs. Merci.